Je vous remercie beaucoup. Avant qu'on passe au dispositif de PACA, est-ce que vous avez des questions concernant cette étude dans la salle? Oui. Monsieur Loranchet. Oui, bonjour. L'étude est terminée, là, il y a déjà des résultats ou... Non, l'étude, on a un cahier des charges. Le dispositif César est en... L'étude va être... Enfin, nous, le consultant va commencer à travailler mi-octobre sur l'étude. Et le rendu qui était prévisionnel, c'était le premier trimestre 2013, mais alors je ne sais pas si on va tenir ce délai, mais normalement, c'est ça. Alors moi, c'est pas une question sur l'étude, c'est sur la démarche RSE de TF1. J'imagine que l'impact indirect principal pour TF1, c'est celui engendré par la consommation, l'achat de biens de consommation stimulé par la publicité. Donc j'imagine que vous n'allez pas dire aux gens de moins consommer, mais est-ce qu'il y a une action pour essayer de mettre en avant des produits plus verts ou plus socialement responsables? Oui, ça c'est le cœur de l'histoire, effectivement, c'est la publicité pour moi. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui se traite dans, là aussi, toute la chaîne de valeur, qui sont celles des annonceurs, des agences de communication, des agences médias. Donc oui, c'est ce à quoi on réfléchit. C'est évidemment très compliqué, parce que c'est tout le système qui est lié à ça. Donc on a fait une petite tentative déjà l'année dernière en taguant les publicités pour lesquelles le produit vanté avait un label de la consommation responsable. Donc ça permet... derrière ça, d'aller offrir aux spectateurs, internautes, davantage d'informations sur le produit. Parce que ce qu'on cherche à stimuler, c'est l'exigence du consommateur concernant l'impact social, environnemental du produit qu'il achète. Ce pourquoi, aujourd'hui, on a très peu de visibilité. En revanche, comme la démarche sur l'affichage environnemental a été lancée expérimentalement il y a depuis 1 an et demi maintenant, on en attend beaucoup. Et le projet qu'on a, puisque l'arrivée des téléviseurs connectés est imminente, c'est qu'on puisse avoir, parmi tous les gadgets, widgets possibles, celui qui lierait la carte d'identité environnementale et sociale du produit à la publicité. Voilà, c'est une piste. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire autre chose, mais c'est celle que j'entrevois en ce moment. Sachant qu'il y a... beaucoup de difficultés dans tout ça, mais qu'il y a un vrai effort des annonceurs. Voilà, je veux pas aller, on fera là aussi un autre sujet un jour si vous voulez. Mais derrière tout ça, il y a des efforts réels des annonceurs et qu'il faut que nous sachions relayer, à condition qu'il y ait une attente aussi un peu stimulée des consommateurs que nous sommes par ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un effet Sisyphe quand même dans la démarche globale en matière d'audiovisuel par le simple fait qu'il y a une multiplication exponentielle des écrans et donc ce très grand nombre d'écrans, et je dis très grand nombre d'écrans, hein, je peux en citer au moins 6, ce qui n'était pas possible il y a encore 3 ans. Est-ce que ça, justement, il n'y a pas une espèce d'effet Sisyphe dans votre démarche si elle ne prend pas en compte cette dimension? La question des terminaux, oui, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure. Oui, je suis d'accord avec vous. En fait, autant sur la consommation en France, par exemple, c'est compliqué, mais on imagine qu'on peut faire. Parce que nos annonceurs, après tout, c'est des clients proches. On les, au travers de cercles comme l'UDA, par exemple, l'Union des annonceurs, on sait en rassembler déjà, on sait dialoguer avec eux. En revanche, l'idée de dialoguer avec les fabricants de matériel au Japon, avec Apple, c'est extrêmement difficile. Nous, on n'a pas de pression, on n'est pas client d'Apple, on ne représente rien pour ces vendeurs de matériel, même pour Sony, mais bon. TF1, par exemple, ne représente rien. Donc, moyen de pression, 0. On n'est pas non plus des vendeurs, on ne conçoit pas ce matériel. Donc oui, là, il y a une chaîne très compliquée. Je sais qu'on va passer forcément plusieurs années où ce matériel va continuer à croître énormément. En revanche, ce qui se profile, c'est tout de même que dans les laboratoires de recherche, il y a des terminaux qui deviennent quasiment presque plus physiques. Hein, on arrive à des supports souples et textile, voilà. Entre-temps, il y a un passage extrêmement difficile. De toute façon, les terres rares et tous les matériaux qui constituent ces matériels vont devenir hors de prix. Donc il faut que la recherche s'accélère là-dessus. Pour tout vous dire, je n'ai pas de solution. Voilà. L'objet de
L'objet de ma question, c'était justement de ce que vous avez abordé dans votre dernière phrase, à savoir la question de la recherche et développement en matière de nouveaux supports de médias et notamment le textile. Et donc, où on en est de ce point de vue-là, parce que je pense que associer la R&D au souci de l'éco-conception, ça me paraît une telle évidence et qui n'est pas abordée en fait, dans l'ensemble qu'on vient de... Ça ne se fabrique pas en France, ces choses-là. Non, je sais bien. Aucun fabricant en France. Donc nous, on fait de la veille techno, on fait des voyages au Japon, en Corée. Donc on sait que ça se prépare, mais à aucun moment on est acteur, en revanche, de la fabrication de ces matériels. Oui, sans doute que ces terminaux ne se fabriquent pas en France, mais on peut aussi en recycler. Il y a de la recherche et développement en France pour récupérer notamment les métaux rares que tu évoquais, Catherine. Donc c'est vrai qu'il y a des pistes, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais si on revient juste à la notion de production éco, est-ce que quelqu'un sait dans le monde combien y a-t-il à ce jour de programmes qui ont été produits à partir ou sur la base d'une démarche plus ou moins proche de celle qui est la vôtre aujourd'hui ou qui est la nôtre aujourd'hui en France? Alors, on les a repérés parce qu'évidemment, on se connaît, on essaye d'échanger nos outils. En fait, où est-ce que cette préoccupation existe? Elle existe sur la côte ouest, dans tous les grands studios, et notamment, peut-être tu voudras dire un mot de la PGA. Donc elle existe là dans les studios, chez Walt Disney par exemple, tout simplement depuis pas mal d'années. Elle existe en Angleterre, emmenée par la BBC, mais aussi par le film à Londres et puis à Taipei. Voilà, on s'est repérés et on échange. Mais je vais te passer le... Vas-y Olivier, tu les connais probablement mieux que moi. Non, on connaît les mêmes, mais deux mots, puisqu'on a eu récemment, le 3 septembre dernier, une rencontre avec les Américains. C'est effectivement aux États-Unis que la démarche est la plus conséquente, puisqu'elle est conduite par les acteurs numéro 1 de la production audiovisuelle et cinématographique dans le monde, qui sont les 8 majors. Les majors, dans leur ensemble, sont engagés dans une démarche durable, à des degrés divers, selon des stratégies distinctes et qui ne relèvent pas d'une démarche collective. Hein. Il y a une stratégie Disney, une stratégie Fox, une stratégie Warner, mais qui sont extrêmement élaborées, sophistiquées et conséquentes, hein, et qui intègrent l'ensemble de la démarche de production, en particulier les studios. Il y a actuellement une refonte complète des studios à Hollywood. C'est l'objet de très gros investissements dans l'ensemble des studios qui sont directement liés à ces majors, en particulier, indépendamment de la Californie elle-même, le Canada, qui est très directement concerné, puisque, comme vous le savez, un quart de la production hollywoodienne se fait au Canada, ce qu'on appelle les Runaway Productions, qui sont fabriqués essentiellement en Colombie-Britannique, dans l'Ontario et dans d'autres États canadiens. Et là, il y a des opérateurs de studios qui sont engagés dans une refonte très complète de leur dispositif. Ça, c'est pour les majors. Les indépendants eux-mêmes sont engagés dans une démarche très conséquente. Le 3 septembre dernier, dans le cadre du Festival de Deauville, nous avions une rencontre avec PGA Green. PGA Green, c'est la Producers Guild Association qui rassemble donc les 8000 sociétés de production qui ne sont pas des majors. Il y en a 8 d'un côté, 8000 de l'autre. Mais les 8 représentent 80% de la production et les 8000 le reste. Et donc, on a une démarche coordonnée avec eux dans la mesure où ils ont une approche très, très, très proche de celle que EcoProd a développée. Et ça fait partie des interlocuteurs permanents que nous avons. Alors, autres interlocuteurs permanents avec lesquels nous avons construit une relation de travail suivie. Catherine a évoqué nos amis de la BBC avec Albert, qui est le Carbon Clap britannique, Albert, en rapport avec Albert Einstein, sans doute. Donc, le Carbon Clap britannique est articulé sur le Carbon Clap français et on travaille en coordination étroite avec nos amis de la BBC. On a actuellement un travail en cours qui devrait connaître son point d'orgue le 25 octobre prochain avec nos amis allemands, puisqu'il y a une démarche en Allemagne qui est en train de s'organiser et qui, c'est ça, hommage rendu à Carbon Clap, puisqu'il cite la démarche conduite par EcoProd et par Carbon Clap dans leur approche. Alors là, c'est une démarche qui est très soutenue par les publicitaires. On évoquait la publicité tout à l'heure, puisque c'est BDDP qui est un des principaux soutiens de cette démarche en Allemagne, mais qui mobilise également les producteurs, le Filmförderungsanstalt, donc le FFA, l'homologue du CNC,
ainsi qu'un certain nombre de régions, en particulier le Bade-Württemberg et aussi le Land de Berlin et le Land de Brandebourg. Donc il y a une réunion qui a lieu le 25 octobre prochain à Potsdam sur ces questions et qui est en quelque sorte la réunion fondatrice qui devrait rassembler tous les acteurs allemands du secteur de la production, collectivités territoriales, acteurs du secteur de la production, fonds de soutien à travers le FFA et des responsables gouvernementaux qui devraient être présents. Donc ça va être intéressant de voir comment nos amis allemands s'organisent, se structurent, sachant qu'on a un dialogue constant avec eux. Ils étaient présents lors de la présentation du guide de l'éco-production à Cannes en mai dernier. Ils étaient représentés à la présentation du guide de l'éco-production. Donc on va maintenir avec les Britanniques, les Allemands et les Américains une relation de travail constante. Le dernier partenaire avec lequel nous avons une relation de travail très suivie, c'est une ville exemplaire en matière de développement durable. Vous savez sans doute que la ville qui a fait le plus en matière de mutation écologique dans le monde, c'est la ville de Taipei. Et la ville de Taipei est remarquablement organisée à cet égard, mais elle est aussi très bien organisée sur le plan audiovisuel et cinématographique. Et donc, on a au titre de la Commission du film d'Île-de-France, on a un partenariat et une convention de partenariat avec la Commission du film de Taipei, au terme duquel on développe les coproductions France-Asie, puisque c'est à partir de Taipei que s'organise une grande partie de la production chinoise continentale. Ils jouent un rôle très important dans l'économie du cinéma en Chine continentale. Nos amis de Taipei, ils ont beau être 23 millions d'habitants pour tout Taïwan, ils jouent un rôle clé dans la Chine continentale. Et en matière de développement durable, on a une coordination étroite de nos travaux avec les leurs. Pour ce que tu disais au début, Michel, effectivement, la gestion des déchets électroniques, tout de même, ça reste un sujet. Et peut-être, voilà, justement, vous passez la parole sur ce sujet. Alors, les déchets, ce que nous appelons dans notre jargon les D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques, sont des déchets dangereux, bien qu'on en ait partout chez nous, des appareils électroniques dans notre poche, etc. Ce sont des déchets dangereux parce qu'effectivement, il y a des terres rares, mais aussi des produits toxiques qui sont contenus dans les composants électroniques. Il n'y a pas qu'une carcasse en métal, il y a beaucoup de choses dans un appareil électronique. Donc à ce titre, les modes de collecte et les professionnels de la récupération et du recyclage se sont très spécialisés dans ce type de déchets. Il y a en Ile-de-France des entreprises qui font ce qu'on appelle du démantèlement de D3E, donc qui démontent les déchets électroniques, qui démontent par exemple la carte mère d'un ordinateur pour en tirer les composants électroniques divers et variés et trier les métaux ferreux de l'autre côté. Voilà, on peut imaginer que pour le secteur audiovisuel, avec la forte production peut-être d'écrans ou autres matériel électronique, ça puisse intéresser évidemment les professionnels. Il faudra mettre en réseau à la fois vous, producteurs de l'audiovisuel, et les récupérateurs de vos déchets. Les mettre en réseau. Peut-être que vous pouvez aussi vous organiser pour mutualiser les collectes. C'est ce qui se fait dans certains secteurs d'activité, notamment puisque vous êtes concentrés en Seine-Saint-Denis, notamment. Les sites de production sont, j'ai l'impression, concentrés dans certaines zones d'Île-de-France. Peut-être vous organiser pour mutualiser une collecte de ces déchets et ainsi faire des économies de coûts aussi de collecte de ces déchets, puisque le traitement, évidemment, ça a un coût. C'est plus cher de faire traiter dans les conditions environnementales acceptables que de béner, vulgairement parlant, les déchets. Voilà. Donc il y aura des choses à faire. Ça se fait déjà. Hein. Les déchets électroniques sont démontés et les composants envoyés pour valorisation, parce que notamment vous avez des métaux précieux aussi dans les composants d'ordinateurs et de tout matériel informatique. Voilà. Sans me substituer à l'auteur de l'étude dont vous nous avez présenté le cahier des charges, ça pourrait être une des préconisations que de suggérer des coûts d'élimination des déchets inférieurs pour les éco-producteurs ou les producteurs d'éco-prod. Mais pour compléter le dispositif, j'ajoute une information qui est liée à notre responsabilité. Nous, Commission du film d'Île-de-France, nous travaillons avec les 1500 maires d'Île-de-France à faire en sorte qu'ils aient une politique favorable à l'accueil de tournage. Donc un élément et un critère pour mettre en place une politique favorable à l'accueil du tournage, c'est de traiter efficacement la question des déchets et que ça s'intègre à leur politique environnementale. Donc l'ambition que nous avons au terme de l'étude, mais on ne va pas présenter le résultat de l'étude avant de l'avoir conduite, et on remercie infiniment la Directe
et leur dit de travailler à cette démarche, c'est de pouvoir ensuite proposer aux élus qui sont responsables de leur territoire et de l'aménagement de leur territoire des solutions qui correspondent à des systèmes d'organisation qui leur permettront de s'engager dans l'accueil de tournage de manière d'autant plus favorable et déterminée, puisque c'est pour ça qu'on a été créé. Excusez-moi, je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'avais en fait une deuxième question qui concerne les outils aujourd'hui disponibles pour les producteurs intéressés par cette démarche. Donc, il y a le Carbon Clap. Est-ce qu'on peut considérer que le guide éco-production dont vous nous avez parlé, là, qui a été lancé à Cannes, c'est aussi un outil pratique pour les sociétés de production ou les producteurs intéressés par la démarche? Et par contre, je n'ai pas bien compris, ma question porte sur la finalité de cette étude. Est-ce qu'elle est plutôt destinée au pouvoir public pour, je sais pas quoi, enfin, pour constituer une filière qui n'existerait pas ou l'améliorer? Ou est-ce que ce sera aussi un outil qui découlera de cette étude destiné aux sociétés de production? Qu'est-ce qu'on peut en attendre en tant que société de production? Du côté des outils, en fait, ça ne consiste pas en un outil réellement parce qu'on n'en est pas encore au développement des outils. Nous, on a regardé sur le terrain, justement, on a été frappé de l'inexistence de quoi que ce soit qui puisse aider au traitement des déchets sur la totalité du parcours, si tu veux, entre la constitution du décor, son utilisation et puis sa fin de vie. Il n'y a pas un seul moment aujourd'hui, voilà, c'est la partie la plus visible. Il n'y a pas un seul moment où ce souci de l'éco-conception, de la réduction du déchet ou de son tri interviennent. Parce que la filière artistique, voilà, elle ne s'est pas préoccupée spontanément de cela. Donc il y a un peu tout à faire. Et on sait très bien, pour avoir vu par exemple sur les studios où on va, nous avec Caroline, on se déplace dans les productions et puis on interroge le chef d'éco sur la fin de vie de ces panneaux de bois ou d'agglos peints. Il dit, moi j'ai une benne. Puis après on va voir le responsable de l'exploitant du studio. Il me dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis de benne de tri? Personne ne me l'a demandé. Et puis on retourne voir le chef d'éco, il me dit, mais de toute façon moi j'ai cloué mes planches, donc je ne peux pas les séparer, donc je ne peux pas trier. Enfin, on voit bien qu'il y a... Et puis le producteur, ça génère un petit coût supplémentaire, il faut 2 bennes, donc on n'en a pas parlé au producteur. Enfin bon, il y a tout à faire. C'est de l'éco-conception à l'existence de filières de tri. Alors, il y a quand même une initiative remarquable qu'on soutient depuis le début, qui est celle de la Réserve des Arts. Je ne peux pas ne pas la citer à ce moment-là, bien sûr. Est-ce que vous voulez que je vous passe la parole un petit instant? Bonjour, Sandrine Andrini, la Réserve des Arts. On est une association qui est une plateforme où on collecte des déchets auprès des entreprises. On les valorise à disposition des professionnels du secteur culturel uniquement. Donc on travaille d'un côté avec des entreprises et de l'autre côté on a uniquement des professionnels. Alors on cherche à avoir une action transverse aussi bien sur les métiers du secteur culturel. Donc ça peut aller de l'institutrice qui fait avec ses élèves en passant par l'art-thérapie en hôpital et le petit artisan local. Et puis aussi en termes de professionnalisation, on part des étudiants et on va jusqu'à des entreprises réelles sur le marché. Voilà, donc ça c'est le travail de la Réserve des Arts. Notre valorisation consiste à être capable d'identifier chez les entreprises les matériaux qui ont un potentiel de réemploi par le secteur culturel. Et le secteur culturel pour nous, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette cible-là? C'est parce qu'on sait que c'est eux qui ont les compétences et le savoir-faire pour le transformer. Et voilà. Voilà, donc il y a une initiative équivalente en région PACA, je crois, mais c'est très loin de pouvoir représenter un traitement général et puis un peu systématique de ces questions-là. D'où la nécessité d'abord de l'étude, et puis après, nous verrons. Excusez-moi, mais si vous permettez, je voudrais juste présenter une initiative, puisque vous parlez des initiatives, qui s'appelle La Décor pour la décoration éco-responsable, et qui est en train de chercher à s'associer avec la Réserve des Arts. Il s'agit d'un projet de grande envergure, en fait, où je suis en quête d'une surface de sol importante, donc d'un grand foncier dans le 93, que vous avez mentionné très justement comme étant clé, stratégique comme situation géographique. Et l'idée, c'est de concerner non seulement l'ensemble de la filière
enfin des filières plutôt, hein, parce que nous, on est concerné aussi par les théâtres, les lieux d'exposition, que ce soit des expositions artistiques ou non. Hein. On a Villepinte à côté, par exemple, qui consomme des millions de kilomètres carrés de moquettes et des surfaces absolument colossales, des volumes très très importants de divers matériaux, dont du bois, du PVC, des textiles, etc. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver un lieu suffisamment grand, vaste, pour d'abord pouvoir stocker, collecter, reconditionner, enfin en valorisant, mais avec un aspect social important, puisque de l'insertion par le travail, notamment apprentissage et insertion, qui sont des aspects extrêmement importants du projet. D'abord parce que ce sont des métiers relativement peu qualifiés, donc on peut imaginer de faire intervenir un certain nombre de gens et de leur apprendre un métier et de les réinsérer sur des périodes de un an et demi. Voilà, donc ça c'est un projet qui est en vous allez tous en avoir connaissance, puisque bien entendu je vais vous faire parvenir avec Sandrine le dossier de présentation. Et c'est un projet sur lequel moi je travaille depuis 2 ans, et en effet c'est assez compliqué. Alors contrairement à ce que j'imaginais, ceux qui reçoivent le mieux ce projet sont en général les maires. Alors, c'est pas un scoop, mais les maires des villes, surtout dans le 93, sont extrêmement intéressés par ce projet, inquiets souvent de ne pas pouvoir proposer un foncier qui soit suffisamment grand, vaste pour pouvoir accueillir le projet. Mais c'est en bonne voie, et j'espère bien pouvoir compter sur l'aide, le soutien de l'ensemble des personnes présentes ici et des entreprises et des institutions qui représentent. Juste pour compléter par rapport à la question que vous posiez, nous, dans le cadre de cette étude, donc on a lancé via le marché César, le livrable, l'étude, elle est à destination du ministère et de la Directe. Mais donc c'est à la fois pour améliorer notre connaissance sur la filière de la gestion des déchets dans les activités audiovisuelles, mais l'idée ensuite, c'est de structurer cette filière et de mener des actions pour justement la structurer. Donc l'idée, c'est ensuite de travailler avec EcoProd pour mener à bien des actions pertinentes. Mais comme vous le disiez, à la base, le livrable est pour le ministère. On se réjouit beaucoup de l'engagement de la Directe dans cette étude, parce que la Directe, c'est le ministère du redressement productif et de la compétitivité, et on a le sentiment que la production audiovisuelle peut gagner en compétitivité en adoptant une démarche responsable et durable. Donc on en est profondément convaincu, c'est une intuition de départ, mais ça se vérifie concrètement quand on rentre dans le détail des analyses et qu'on met en œuvre Carbon Clap. Et nous aurons dans quelques semaines des annonces intéressantes de sociétés de production majeures qui vont s'engager de manière très conséquente dans la démarche EcoProd, pas par, je dirais pas par choix moral ou idéologique, mais par vraiment choix en termes de compétitivité. Et c'est très intéressant parce que nous avons été rejoints par un certain nombre de sociétés de production parce qu'elles sont confrontées au marché international des programmes et qu'elles ont une réflexion dans ce domaine-là intéressante. On reviendra sur le sujet dans quelques semaines.